Ravi de vous retrouver pour cette haute édition Equinox Soir Yaoundé. Je m'appelle Serge Alain Outou pour vous servir pour ce décryptage quotidien de l'actualité. L'on avait entrevu une lueur d'espoir, un début de solution dans la crise qui sévit dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, avec la descente du Premier ministre Chief Joseph John Goutin. Avec cette formule devenue très célèbre, le président est disposé à ouvrir un dialogue où l'on parlerait de tout sauf de séparation. Au nord-ouest comme au sud-ouest, les populations c'était l'extase pour cette perspective d'un retour définitif à la paix. Tout le monde a salué ce revirement du gouvernement des deux côtés du fleuve Mungo, sauf Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, qui, dans un entretien accordé à nos confrères de France 24, vient remettre en cause les propos de son chef de gouvernement, en affirmant « pince sans rire, nous ne discuterons pas de la forme de l'État ». Célébration de l'unité nationale, divergence gouvernementale, à propos du dialogue national, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Célébration de l'unité. Célébration de l'unité nationale, divergence gouvernementale à propos du dialogue national. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec David Eboutou. David, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les milliers de téléspectateurs de cette émission qui devient un véritable rituel. Je voudrais adresser toute ma sympathie à tous les prisonniers du Cameroun. Oui. Et particulièrement à ceux de la prison centrale de Yaoundé, dont j'ai appris avec amertume qu'ils n'ont pas pu bénéficier des visites tout le long de cette journée à laquelle nous célébrons la fête de l'unité nationale. Il me semble là-bas... Et la raison c'est quoi, David? Alors, de façon réglementaire, les visites à Konengi, en ce qui concerne la prison centrale de Konengi et la prison principale, c'est le mardi, le jeudi et le dimanche, et ajouter à cela les jours de fête et les jours fériés. Oui. Alors, il me semble que depuis la matinée, il y a eu là-bas beaucoup de personnes qui sont allées voir leur famille et qui ont été empêchées d'y entrer. On m'aurait dit que c'est pour des raisons sécuritaires, ce qui est un peu léger, dans la mesure où il me semble quand même que depuis un certain nombre de conjonctures, la conjoncture crisique aujourd'hui que le Cameroun vit, il y a eu un certain nombre de prédispositions qui ont été prises de ce côté-là. Et il ne me semble pas qu'il y ait particulièrement eu un événement dangereux venu de ce côté-là. Ce qu'il faut rappeler, c'est que tout le monde, tous les détenus qui se retrouvent aujourd'hui dans nos géoles, en l'occurrence la prison centrale de Konengi et la prison principale de ce côté-là, tous ne vivent pas toujours de ce qui leur sert de ration de ce côté-là, à savoir ces repas pour chameaux et chevaux qu'on sert à des êtres humains, ce côté, c'est-à-dire du maïs mélangé avec du haricot, préparé dans des fûts qu'on sert à des individus de ce côté-là. Et donc, il y a des familles qui sont organisées de manière à ce qu'il y ait des relais systématiques qui accompagnent l'un des leurs pendant qu'il y ait de ce côté-là. Et rappelons, en ce qui concerne les chiffres, parce qu'on est dans un pays où on a tout fait de condamner ceux qui s'y retrouvent. Rappelons qu'on est aujourd'hui, c'est près de 5000 détenus, et parmi lesquels 80% ils sont en mandat de détention provisoire. Donc, des gens simplement parfois qui n'ont pas leur place là-bas. Qui n'ont pas leur place là-bas, qui se sont retrouvés avec des motifs très légers et qui attendent parfois indéfiniment d'être jugés. Alors, est-ce qu'à cela, on va leur priver dans une journée comme celle-ci où nous célébrons l'unité, leur dénier le fait qu'ils ne sont plus camerounais, je n'en sais trop rien. Donc c'est une alerte que je voulais lancer à l'entame de cette émission-là pour interpeller les autorités judiciaires et celles de l'ensemble de l'appareil répressif pour qu'ils voient ce qui se passe de ce côté-là, parce qu'il s'agit de vies. Il ne s'agit pas des Camerounais entièrement à part, nous sommes tous les Camerounais, et en cette journée symbolique, il ne faudrait pas davantage frustrer certains de nos Camerounais qui se retrouvent aujourd'hui dans les mailles de la justice simplement parce qu'ils auraient commis quelques impairs. Et de là, je voudrais vous réitérer toute ma sympathie et vous dire merci pour la énième invitation. Voilà, ça c'est du David Eboutou. À côté de lui, Serge Mebiko. Serge, bonsoir. Bonsoir, Serge Eboutou. Voilà, journaliste développement, sociologue, exactement, chef service politique, radio Tchéménie Chantou. C'est bien cela. Bienvenue une fois de plus, Serge Mebiko. Merci bien. À côté de vous, Joseph Léangoula. Bonsoir, Joseph. Bonsoir, Serge. Voilà, analyste politique. C'est bien cela. Avec vous, je vais commencer, Joseph Léangoula, le Premier ministre qui dit, pour bien prêt au dialogue, même sur le fédéralisme, c'est ce que ça voulait dire.
cette formule. Et à côté de lui, Paul Atangandji dit, nous ne discuterons pas de la forme de l'État. Ça dénote de quoi? Une espèce de, lorsqu'un membre du gouvernement vient ainsi à remettre, entre guillemets, en question les paroles de son chef. Pour vous, ça veut dire quoi? Ce que je constate déjà, c'est que visiblement les déclarations du ministre Atangandji, qui contrastent avec ceux de son supérieur hiérarchique, le Premier ministre Diangote, embarrassent un tout petit peu le gouvernement. Hier, à l'occasion notamment du débat dominical sur les différents plateaux, les hauts responsables du gouvernement qui ont été conviés sur votre plateau, mais aussi sur un plateau d'une chaîne confrère qui est notamment Canal 2, se sont clairement désolidarisés des propos du ministre Atangandji, l'ont désavoué, rappelant au passage que l'élément le plus important, la voix qui comptait dans le cadre de cette cacophonie était bel et bien celle du Premier ministre. Alors je crois qu'on assiste à une véritable cacophonie au sein de l'appareil gouvernemental qui illustre assez parfaitement les différentes tendances, les courants, les factions qui se déchirent à l'intérieur de cet appareil gouvernant et qui malheureusement paralysent tous les efforts qui pourraient contribuer à une issue pacifique à la crise qui domine dans ce pays. Eh bien, permettez-moi de proposer un profilage de ces différentes factions qui s'affrontent aujourd'hui au sein de l'appareil d'État. On a une première faction qui rassemble ceux que je qualifierais de sécurocrates, qui sont les partisans de l'État unitaire, très conservateurs dans leur position, qui ne veulent pas faire de concessions, encore moins de concessions démocratiques, pas de concessions qui peut concéder davantage d'autonomie aux unités territoriales décentralisées. Et ce camp, cette faction s'est illustrée au départ, notamment par le déni de l'existence d'un problème anglophone. Ils ont brillé par cette posture et leur conservatisme et surtout et malheureusement leur surreprésentation dans le gouvernement est aujourd'hui en train de paralyser l'action de l'État et empêche notamment de trouver des solutions qui peuvent désamorcer les tensions dans les régions anglophones. Vous verrez que ces bureaucrates, qui sont nombreux, je le rappelle, dominent aujourd'hui les ministères stratégiques, la défense, la sûreté nationale, les affaires étrangères, le secrétariat général à la présidence de la République et la justice. Eh bien, elle a en face d'elle une autre faction qui est malheureusement minoritaire, qui pourtant porte des positions progressistes et qui aujourd'hui est malheureusement pas du tout écoutée. Et pourtant, elle porte des positions, elle est progressiste dans sa vision du Cameroun, veut que le gouvernement fasse des concessions démocratiques, mais malheureusement est obligé de se murer dans le silence par peur d'être rejeté pour leur anticonformisme. Vous verrez ces gens, par exemple, dans l'économie, vous les verrez dans les finances, vous les verrez également au cabinet civil de la présidence de la République. C'est des voix qui aujourd'hui portent un discours qui contrastent avec ceux des plus radicaux, mais qui malheureusement n'affirment pas ouvertement leur position, ils ne les défendent pas durement. Et puis, à côté de tout ça, vous avez ceux qui agissent de manière purement opportuniste et qui refusent d'assumer leur position. Et donc, les positions, les tendances, les opinions, les convictions changent au gré des circonstances et en fonction de l'opinion dominante dans le gouvernement. C'est-à-dire que si on a le président de la République aujourd'hui qui affirme ouvertement qu'il existe un problème anglophone, ils applaudiront et diront il y a un problème anglophone. Si le président de la République change de discours derrière, ils ne le diront pas, ils sont nombreux. Et malheureusement, leur silence, leur mutisme, leur inaction contribuent à renforcer le camp des radicaux et fait en sorte qu'on a une image d'un gouvernement qui est complètement conservateur dans ses positions et ne fait pas du tout de concessions qui pourraient permettre de dénouer la situation et sortir le pays notamment des crises multiformes auxquelles il est confronté. David Eboutou, il est isolé. On peut penser qu'il est isolé en ce moment, le ministre Paul Atangandji. Alors, je ne sais pas s'il faille parler... Parce que c'est quand même un dossier que le président a confié au Premier ministre. Non, je ne pense pas. Je crois plutôt qu'il faut effectivement souscrire à l'analyse faite tout à l'heure en ce qui concerne les factions qui sont... Oui, les trois. Donc vous êtes d'accord avec Joseph Bois? Tout le monde peut faire cette analyse, à savoir qu'il y a aujourd'hui une classe des modérés, une classe des progressistes et une classe des radicaux. Et si on analyse le gouvernement du 4 janvier 2019 dernier, on voit très bien que la tendance aux affaires aujourd'hui, c'est la tendance des radicaux, celle que certains appellent les faucons. Et c'est eux qui tiennent effectivement l'ensemble des maillons de l'appareil répressif aujourd'hui qui a presque contribué à enliser la crise. Et c'est dans cet échantillon-là des radicaux qu'on retrouve justement quelqu'un comme le ministre Atangandji, qui est resté dans une posture radicale depuis le départ. Au départ, dans une posture totalement de déni, il n'y a pas de crise anglophone,
les anglophones sont d'ailleurs bien représentés au niveau de l'échiquier gouvernemental, ainsi de suite, ainsi de suite. Il a continué à verser dans les dénégations et par la suite, on voit très bien que malgré la sortie de son supérieur hiérarchique, il s'est empressé à aller en France pour prendre ces derniers au contre-pied. Mais à ce niveau également, je voudrais faire une lecture, et c'est là peut-être que je voudrais non pas nuancer les propos de cher ami Joseph, mais faire une autre analyse qui est peut-être dialectique, à savoir que quand nous regardons la posture du point de vue de la communication, des signaux de communication que nous ont souvent envoyé le président de la République lui-même, on voit très bien que quelque part, il prend plaisir à entretenir ces jeux un peu malicieux. Où effectivement... Justement, j'allais poser la question de savoir, Paul Biya dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il n'a rien dit, il s'est vautré dans un silence qu'on sait. Ce n'est pas trop tôt, parce que je crois le ministre Paul Atanga-Nji, c'était vendredi dernier. Je crois plutôt que cela rentre. Est-ce qu'il ne se donne pas le temps de frapper du poing sur la table? Je ne pense pas. Il aime ce jeu-là? Je crois que nous sommes en plein dans le machiavélisme qui caractérise la communication, même l'essence même de l'homme Paul Biya. C'est-à-dire que d'un côté, il y a quelqu'un qui est parti à tambour battant au niveau de la zone anglophone, le Premier ministre, et qui a prononcé un discours apaisant, conciliateur. Il a dit que le président est prêt à dialoguer, à discuter. Vous avez vu tout le monde. Nous autres, on a même applaudi. Et de l'autre côté, quelques jours après, on ne peut pas toujours croire que c'est naïvement ou alors de façon tout à fait, je dirais, iconoclaste, que Atanga-Nji, le ministre de l'administration territoriale, s'empresse pour aller à Paris pour dire non, le président n'est pas prêt à discuter de la forme de l'État, etc. Je crois plutôt que le président, en tirant les ficelles et les marrons du feu en arrière-plan, s'est dit qu'il faut contenter tout le monde dans sa politique de machiavélisme, cette politique vicieuse qui fait que, en réalité, ceux qui sont en avant, c'est eux, au cas où ça brûle, qui sont condamnés. C'est eux que le peuple voit parce que, reconnaissons-le aujourd'hui, bien qu'il y ait une bonne frange de la population camerounaise qui appelle au dialogue national inclusif, ratisser large, appeler tout le monde à s'asseoir autour d'une table, il faut également reconnaître qu'il y a, bien qu'elle soit infime, une partie de la population qu'on retrouve au sein du régime qui ne souhaite pas qu'on aille vers ce dialogue-là. Et c'est cette voie-là que porte aujourd'hui quelqu'un comme Atanga-Nji. Parce que si on convoque l'histoire, vous verrez très bien que si nous rentrons dans les années 90, il y a bien eu des gens au sein du régime qui se sont opposés au multipartisme. Ils ont marché même. Ils ont marché contre le multipartisme. Voilà, il aura fallu que le président leur dise apprêtez-vous à la concurrence. Donc, il y a donc ce jeu-là qu'affectionne particulièrement le président de la République. Il est en arrière-plan. Alors, il lance les marrons au feu. Il y a d'un côté un premier ministre. Il jauge par la perception. Il a été bien accueilli. Les discours passent. Ça suscite un certain nombre de débats. Et à côté d'Atanga-Nji qui sort de nulle part, qui s'empresse à aller à Paris et qui prononce un discours, son toute voix en guerre, qui ramène les esprits à se réinterroger. Parce que, au-delà de tout ce qui se joue également dans cette crise anglophone, il y a une crise de perception et de confiance qui fait que, aujourd'hui, que ce soit les ambassadeurs, la partie sécessionniste, les radicaux et autres, également jaugent le gouvernement à travers leur discours. Est-ce que leur discours, de façon cohérente, peuvent amener effectivement aujourd'hui à décrisper l'atmosphère? Et si effectivement ils se rendent compte qu'il y a un discours ambivalent, un discours de duplicité, qui ne concorde pas toujours avec ce qui a été dit, ça permet que les choses reviennent au point de départ. Et ça ne fait pas beaucoup avancer les choses. Et je crois effectivement que l'avenir pourra mieux nous informer dans ce cas-là. Parce que, comment pouvez-vous comprendre que parfois, ces faucons-là, qui prennent ces positions aussi radicales, continuent à rester dans le gouvernement malgré la chaudeur de l'atmosphère politique que nous vivons aujourd'hui? C'est incroyable. Dans des pays sérieux, une telle sortie aurait valu à M. Atanga-Nji une sortie du gouvernement dès le lendemain, quelques heures après. Mais il est toujours là et malheureusement, on n'a pas de porte-parole peut-être de la présidence aujourd'hui pour nous justifier cette sortie du ministre Atanga-Nji qui est en déphasage avec celle de son chef hiérarchique. Voilà, Serge Mebiko, justement sur cette sortie de Paul Atanga-Nji, c'est du plomb dans l'aile, dans l'initiative dans l'idée qu'a porté le Premier ministre John Gouté, et je voulais avoir votre avis sur l'attitude de Paul Biya face à tout ce qui se passe là. Oui, c'est une curiosité. De toutes les façons, nous ne sommes pas ébahis par l'attitude du chef de l'État, qui reste confié dans un silence cathodique. Vous, je vais poser la même question. Est-ce qu'il ne se donne pas du temps? C'était vendredi, je crois, hein, la sortie de Paul Atanga-Nji. Il y a la fête de l'unité aujourd'hui. Est-ce qu'il
il s'est pas dit, on va voir ça après le 20 mai. Bon, lorsque vous observez les méthodes de fonctionnement du chef de l'État, vous constaterez manifestement que il opte pour la logique du pourrissement pour réagir sur l'État. Beaucoup de crises se sont... Mais là, c'est un dossier sérieux. Oui, hein, c'est un dossier sérieux. Au moment où nous sommes en train de voir dans quelle mesure on peut véritablement implémenter le dialogue politique inclusif, Voilà. on ne voudrait pas avoir de telles réactions qui risquent justement de créer cette fracture au sein du gouvernement. Et malheureusement, il y en a déjà. Et là, ça montre véritablement qu'il y a aujourd'hui cette logique du factionnalisme dans le corps gouvernemental, où véritablement il y a un ensemble de personnes conformistes et d'autres anticonformistes, même si on peut davantage ranger les différentes orientations de ces différents groupes-là, que ce soit les modérés, les progressistes ou bien les radicaux. Mais moi, je constate manifestement que ici, à ce niveau, il y a un problème de fond. Ça montre l'atmosphère qui prévaut à l'heure actuelle au sein de l'appareil gouvernement. Parce que vous constaterez qu'il y a ceux-là qui veulent faire prospérer la logique maximaliste, c'est-à-dire ce sont des radicaux qui veulent véritablement, qui ne veulent pas parler d'un ensemble de sujets qu'ils considèrent a priori ou bien au préalable comme des sujets tabous. Certes, le chef du gouvernement a parlé de la non-évocation du sujet portant sur la sécession. Oui. Mais aujourd'hui, je relève que le ministre de l'administration territoriale est en train d'introduire la confusion. Parce que j'ai l'impression même qu'on ne maîtrise pas véritablement le sujet de fond. Parce qu'aujourd'hui, le problème est éminemment politique. Il porte sur la restructuration de l'État du Cameroun. Justement. Or, lorsque quelqu'un va sur l'antenne de France 24 estimer qu'on ne parlera pas de la forme de l'État, ça pose un problème. Il ne s'agit pas, il s'agit de plusieurs modalités de la refonte de l'État. La décentralisation, la régionalisation, la sécession ou encore le fédéralisme. Et aujourd'hui, lorsque vous parlez d'un débat de fond qu'il faut évacuer, finalement, on parlera de quoi dans ce dialogue politique inclusif? Le cœur même du dialogue politique inclusif, c'est la refonte de l'État. C'est pour cela que l'ensemble des partisans de la décentralisation, de la sécession, du fédéralisme et de la régionalisation devraient croiser le verre pour voir qui peut convaincre quoi. Quelle est la modalité adéquate et idoine pour le fonctionnement de l'État. Mais lorsqu'aujourd'hui vous allez à une antenne, ça montre véritablement qu'il y a un problème de connaissance même de l'appareillage du dossier. Ça montre également des lobbies qui règnent au sein de l'appareil gouvernement et qui s'entrechoquent. Parce qu'aujourd'hui, il est question pour certains membres du gouvernement de saper l'action du chef du gouvernement. Ce n'est pas la première fois. Voilà, on l'a vécu même avec l'époque de Philémon Yang. Oui. Avec Amatou Toumouna. Voilà, c'est un cas emblématique où l'on a constaté évidemment que pendant que le premier ministre veut justement régler le problème de la crise du droit d'auteur, Amatou Toumouna était toujours viscéralement opposé à Philémon Yang. Donc c'est un problème qui n'est pas aujourd'hui une curiosité informative, mais on rentre là dans les convergences de ceux qui prévaut vitalement dans l'appareil gouvernemental. Sans jamais Biko, je reste avec vous. Je dis le droit d'auteur. Certes, je ne veux pas dire qu'on ne va pas minimiser. Mais ça, c'est un problème, la crise anglophone. Quand le chef de l'État dit, M. John Gouté allait rencontrer des personnes, je crois que c'est quand même sensible. Absolument. Et qu'un membre du gouvernement vienne à ramer à contre-courant, je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème. Le chef de l'État, est-ce qu'il va laisser passer ça? Il devra effectivement sévir, le plus tôt serait le mieux. Parce qu'à l'heure actuelle, après la visite du Premier ministre dans les régions du Nord et du Sud-Ouest, avec tout ça présente à la réflexion sur la problématisation des conditions d'un dialogue sérieux, pour qu'il n'y ait pas de frustration, pour qu'il n'y ait pas de cas de minoration, bien pour qu'il n'y ait pas de cas de disqualification. Et c'est à ce moment opportun qu'il faut évidemment réagir. Si le chef de l'État reste sur la logique du pourrissement, pour réagir sur l'État, ça va poser un problème. Parce qu'à l'heure actuelle, il ne faut plus perdre du temps. Il faut maintenant réfléchir. Qui sera le médiateur? On va parler de quoi? Quels sont les préalables à ce dialogue-là? Et si aujourd'hui on observe justement ces querelles de chiffonnier entre deux membres du gouvernement, entre un membre du gouvernement qui ne veut pas se soumettre à la logique initialement prévue ou bien expliquée aux populations des régions du Nord et du Sud-Ouest, ça pose un problème de fond. On a l'impression que soit on ne maîtrise pas le contenu technique du dossier, soit alors on veut entretenir de façon perpétuelle des lobbies de pouvoir pour saper l'action de certains de manière que l'on puisse savoir que, oui, tel veut se repositionner par exemple dans le champ politique et pour viser un ensemble d'enjeux que l'on ne peut pas véritablement connaître au plan officiel. Parce qu'en réalité, on ne peut pas comprendre que le chef du gouvernement sort d'une visite et que sur une antenne vous allez parler de... Vous êtes en porte-à-faux avec votre chef du gouvernement, ça pose un problème, il faut véritablement réagir. Mais comme au Cameroun, il y a toujours la logique des retards.
et des pesanteurs qui prennent en tenaille le fonctionnement de l'appareil étatique. Bon, ils vont donc réagir à quel moment? Le chef d'État va réagir à quel moment? Joseph Liangoula, on va rester un temps soit peu sur le gouvernement. On a dit que c'est pas la première fois. Il y a eu le cas Amatou Toumouna dans les gouvernements Yang Filemon. Aujourd'hui, on a Paula Tangandji et John Kouté. Est-ce que finalement on s'est dit, le Premier ministre, surtout quand il a dans son gouvernement des ministres d'État, SGPR, des ministres délégués en charge de la défense, à la présidence. Est-ce qu'on se dit, le Premier ministre, c'est un ministre comme tout le reste? C'est pourquoi on va parler de manière triviale, on lui manque de respect? Le constat qu'on peut malheureusement établir, c'est que l'action et la démarche d'Atangadi savent clairement l'autorité, la légitimité, mais aussi la popularité du Premier ministre qui l'a gagné avec ses récentes descentes sur le terrain. Il y a beaucoup d'observateurs aujourd'hui qui, à l'analyse de la situation dans les régions anglophones, rappellent qu'ils sont nombreux aussi dans l'appareil gouvernant, qui refusent de faire des concessions parce que ces concessions vont contribuer à les marginaliser dans leur position et faciliter l'émergence de nouveaux leaders. Des leaders plus modérés dont le tempérament, le ton, la posture contribue notamment à rassembler davantage les Camerounais au lieu de les diviser davantage. Vous avez bien fait de souligner tout à l'heure que dans le cadre de cette crise, effectivement, il y a des rapports de force, il y a des positions qui se jouent. Il y a également des envies qui naissent et même des calomnies aussi qui peuvent naître. J'avoue que le Premier ministre, à travers la posture qu'il incarne, projette vraiment les valeurs et les attentes. Et il répond clairement aux attentes que les Camerounais ont aujourd'hui vis-à-vis du personnel gouvernant. Parce que le pays, à cause notamment des positions radicales, s'est progressivement enfoncé dans une crise dont il a du mal à en sortir aujourd'hui. Je pense qu'il est même peut-être important, avant de poursuivre, de rappeler clairement ce qu'on retient de la déclaration d'Atangadi. Parce que vous avez parlé d'un élément, mais vous avez peut-être escamoté, oublié d'autres paramètres. Ce que je voudrais dire ici, c'est que la sortie d'Atangadi sur France 24 visait 4 choses dont il faut retenir. La première des choses, c'était notamment de contester les chiffres avancés par les agences onusiennes. Le nombre de morts, les déplacés, La deuxième visée de sa sortie consistait notamment à rejouer le registre traditionnel du gouvernement qui consiste à crier au conspirationnisme contre tous les procès qui leur sont faits par les organisations internationales. La troisième visée, c'était de rappeler que la question de la forme de l'État ne sera pas discutée dans le cadre du dialogue. Et puis, quatrièmement, le Premier ministre tenait à affirmer que les séparatistes seraient exclus du dialogue. C'est un élément important, mais qu'on a tendance à oublier dans ces déclarations. Eh bien, vous avez un Premier ministre un ministre de l'administration territoriale qui, en mondovision, affirme auprès de l'opinion publique nationale et internationale que les paramètres, les préalables qui pouvaient pousser les différentes parties à évoluer dans leur position, dans la perspective d'une résolution ou d'un règlement pacifique de la crise anglophone, que le gouvernement refuse de satisfaire ces préalables. Eh bien, quels étaient ces préalables? Quels sont ces paramètres qu'il faut satisfaire? Le premier paramètre, c'est celui notamment de la reconnaissance du préjudice causé. On a des populations aujourd'hui qui sont extrêmement meurtries, dont le ressentiment a atteint le zénith et qui, chaque fois, ont tendance notamment à être de plus en plus séduits par le discours des séparatistes, tout simplement parce que vous avez un gouvernement qui, même après avoir causé du tort à des populations civiles, refuse de le reconnaître et va jusqu'à démentir des chiffres sur le désarroi que les populations rencontrent. Le deuxième paramètre qu'il fallait satisfaire, c'est la question de fond, la question politique, qui est effectivement le cœur battant de cette crise. Parce que si en 2016, c'est des revendications corporatistes qui se sont exprimées, ces revendications corporatistes traduisent un malaise beaucoup plus profond, qui est un malaise politique, qui est né notamment du fait que les accords de 1961 ont été floués à cause du référendum, à l'occasion notamment du référendum de 72. C'est notamment le passage au modèle unitaire qui a provoqué un profond malaise chez les anglophones qui ont eu le sentiment qu'après 40 années d'autonomie politique, les raisons pour lesquelles ils avaient embrassé le projet du Cameroun, les clauses notamment de l'entente avec le Cameroun francophone ont été flouées au nom de l'État unitaire. C'est la question de la forme de l'État qui est au cœur de cette crise, et si elle n'est pas adressée, eh bien la crise va se prolonger dans la durée. Faites autant de concessions corporatistes que vous souhaitez, le problème de fond reste un problème évidemment politique sur la forme de l'État qui restait quand même le symbole
c'est-à-dire le modèle fédéral, le fédéralisme égalitaire symbolisait notamment ce rapprochement entre deux entités politiques dont l'accident de l'histoire a séparé un moment et qui après ont décidé de se retrouver. Et puis la troisième question, le troisième paramètre à satisfaire, c'est celui du dialogue inclusif. Aujourd'hui, on parle de dialogue inclusif, mais qu'est-ce qu'on entend par dialogue inclusif? Lorsqu'on parle de dialogue inclusif, il s'agit d'un dialogue qui intègre toutes les tendances qui s'expriment dans le cadre de la crise anglophone. Et rappelons que cette crise aujourd'hui est traversée par plusieurs courants. Il y a un courant unitariste qui rassemble en gros les partisans du gouvernement qui soutiennent la posture conservatrice du gouvernement. Il y a un courant fédéraliste qui a été incarné notamment par les Agbobala, par le consortium, par tous ceux qui ont porté les revendications fédéralistes, les revendications corporatistes au début de cette crise. Et puis, il y a une tendance séparatiste qui a des sympathisants, mais qui doit se retrouver sur la table des discussions pour confronter ses points de vue avec ceux des fédéralistes et donner l'occasion à l'opinion de témoigner de l'opinion majoritaire, de témoigner de la tendance dominante. Et je reste convaincu que c'est la tendance fédéraliste qui pourrait l'emporter et qui, à travers notamment les concessions qu'elle peut obtenir de la part du gouvernement, pourrait mettre en minorité les séparatistes et reconquérir le cœur de ces populations qui aujourd'hui le dos tourné contre le Cameroun à l'heure où on célèbre la fête de l'unité nationale. L'unité nationale. David Boutou, vous avez envie de réagir? Non, je suis d'accord partiellement avec lui dans le fond. Justement, quand il pointe du doigt l'aspect éminemment politique concernant la forme de l'État. Parce qu'il me semble qu'il y a eu plusieurs débats autour justement de la forme de l'État. On ne sait plus quoi y mettre effectivement. Et il me semble que la thèse gouvernementaliste, souvent avancée et défendue par la faction des radicaux, c'est celle de dire que le Cameroun est indivisible, on ne modifiera pas la forme de l'État, etc. Il faut peut-être rappeler à cela aujourd'hui qu'il faut rentrer dans l'histoire pour réinterroger même c'est quoi le Cameroun, pour que véritablement on parte sur des bases et des postulats clairs. Eh bien, le Cameroun c'est quoi? Le Cameroun est une pure invention coloniale. Le Cameroun est un artefact colonial qui, en réalité, est le fruit d'un hasard historique. Quand les Portugais arrivent sur les côtes camerounaises et vont baptiser ces côtes-là la rivière des crevettes, ils n'ont pas en idée de créer un État. Ils n'ont pas en idée de bâtir une nation. Ils veulent s'identifier à quelque part et ils baptisent la côte qu'ils ont trouvée rivière des crevettes. Le Cameroun va prendre corps avec un territoire et des frontières à partir de 1884 avec l'arrivée des Allemands qui, eux, le faisaient pour des raisons commerciales, qui voulaient s'approprier des richesses qu'ils y ont trouvées. Maintenant, si on évolue, on se rendra bien compte que après les atermoiements internationaux et les dynamiques internationales qui vont se mettre en place et l'arrivée 1916 avec le condominium, etc. On arrive franco-britannique, on arrive en 57 avec l'autonomie. Le projet que les pères fondateurs du Cameroun vont maintenant porter, ils vont se donner pour idée que le Cameroun soit un projet. Donc le Cameroun pour les pères fondateurs a toujours été un projet dans lequel il fallait idéaliser selon qu'ils l'avaient pensé sur un certain nombre de principes. Et à partir de là, on voit donc très clair qu'il y a une constance qui se dégage. Le Cameroun n'a donc jamais été une constance inamovible, n'a jamais été une constance statique. Elle est donc dynamique. Elle est donc par essence, dynamique, donc qui bouge, qui a vocation à se faire interroger pour aller vers le meilleur, pour aller vers l'idéal. Alors, c'est donc quoi cette thèse-là qu'on avance à tout vent, où on vous dit, on ne reverra pas, on ne touchera pas à la forme de l'État. Quelle nation ne fonctionne pas sur la base des conjonctures de son peuple, qui peut influer sur la dynamique et la marche de cette nation-là en estimant que, à base des conjonctures mondiales que l'on vit aujourd'hui, on préfère que nous prenions une option fédérale, une option centraliste, une option décentraliste, etc. Il y a aujourd'hui plusieurs dynamiques qui embrassent le monde et qui font que le Cameroun n'est pas un État en vase clos. C'est un État qui vit dans une dynamique mondiale et doit également s'embourber dans celle-ci. En cela, je veux donc dire quoi? Je veux dire que définitivement, on doit évacuer cet aspect du débat qui veut que d'un côté, on rabâche les oreilles des citoyens en leur disant le Cameroun est une entité unique. Elle n'a jamais vécu, elle n'a jamais subi le démembrement. Elle a toujours été un idéal éternel, ce qui est absolument faux. Parce que ce sont les citoyens
qui donnent sens, qui mettent l'idéal dans ce qu'ils veulent construire dans ce projet de nation. Et en tant que projet, les Camerounais disent aujourd'hui qu'ils expriment un malaise dans ce qui leur est présenté aujourd'hui en tant qu'idéal de vivre ensemble. Et c'est en cela qu'une partie des nôtres, c'est-à-dire la partie anglophone aujourd'hui, se soulève et dit, nous espérons, nous voulons, nous exigeons qu'on aille effectivement vers cette réinterrogation de cet État qui font de notre vivre en commun. Où est le problème? Où est le problème? Je suis convaincu, monsieur Serge Alain, que si on avait abordé cette question anglophone avec moins d'allant, avec une volonté de dialoguer, avec une volonté de s'ouvrir, on n'en serait jamais là. Cette crise ne se serait jamais enlisée. On n'en serait pas à une crispation de l'atmosphère politique au point où aujourd'hui on en est, non pas seulement à une crise politique, mais également à une crise culturelle, à une crise humanitaire. Quand vous entendez des chiffres, International Crisis Group vous parle de 1850 morts. Mais bon Dieu, ou alors c'est parce qu'on se retrouve dans un pays où on a désacralisé le sacré, où la mort ne dit plus rien à personne. En entrant en ce studio, monsieur Serge Alain, nous étions ensemble quand ce monsieur nous a présenté des images de ce nouveau-né qui vient d'être criblé de balles à Mouyouka. Nous avons tous coulé de larmes ici. Vous imaginez à combien d'années remonte ce genre de drame dans notre pays? Un seul mort devrait amener un pays comme le nôtre en construction, un jeune État comme le nôtre, à s'arrêter et à s'interroger. Vous savez, la France, que parfois nous appelons, nous invitons parfois quand il s'agit de pointer un certain nombre de vœux, ou alors quand nous voulons légitimer un certain nombre de postures, cette même France-là a également des valeurs qu'il faut parfois aller réinterroger, aller chercher pour justifier un certain nombre de choses. Quand un bébé se noie, je regardais encore il y a 2 semaines un journal français, un bébé se noie à 3000 km de Paris, au sud de la France, le président Macron s'arrête, dit que la France est en deuil, demande à ses citoyens de se mobiliser, et la France vous impose une actualité qui fonctionne à ce rythme-là. Mais quel est ce pays où des gens tombent au quotidien et où des individus apparemment normalement constitués viennent dans des plateaux de télévision et vous disent tout va bien, on ne discutera pas de la forme de l'État, allons-y parce que le Cameroun est indivisible. C'est quoi ces mythes? Ces mythes qui sont des mythes sempiternels et qui ne nous servent à rien. Ces gens-là sont les mêmes qui ne connaissent pas l'histoire et qui s'agrippent sur des choses qu'on élucubre comme ça, mais qui dans le fond n'ont jamais existé et qui ne peuvent pas avoir des tenants historiques. Il faut déconstruire ces mythes et leur opposer de vrais argumentaires de manière à imposer ce dialogue et ce débat sur la forme de l'État que tout le monde appelle de tous ses voeux. Serge Bikoy, quelles peuvent être comme ça les conséquences ou bien l'impact de cette déclaration du ministre Paul Atangandji après l'espoir suscité par la visite du Premier ministre Diongouté dans les régions sud-ouest et nord-ouest? Enfin, les conséquences peuvent... Est-ce que ça peut jouer? Parce qu'on a vu des populations sortir, beaucoup d'espoir. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la déclaration d'Atangandji, ça ne vient pas remettre tout à zéro? C'est pour cela qu'il faut davantage analyser l'impact sociopolitique d'une telle déclaration. Oui. Vous savez, quelles sont les représentations, les imaginaires ou bien les aspirations des populations à l'heure actuelle? Lorsqu'il y a un propos d'une telle envergure qui sape justement l'action gouvernementale, ça pose un problème. Là, au sein du bas peuple, ça peut créer d'autres polarisations liées à l'antinomie, liées à la critique systématique de ce qui a été présenté et de manière même à se questionner que vise finalement le gouvernement, dont les positions sont aujourd'hui diamétralement opposées. C'est la question que l'on peut se poser, parce qu'en réalité, on s'attend a posteriori à une certaine convergence de vues entre les membres du gouvernement et le chef du gouvernement. Mais lorsque le ministre de l'administration territoriale vient aujourd'hui se poser en s'opposant au chef du gouvernement, ça pose un problème. On a l'impression qu'aujourd'hui, soit en activant le levier de la visite du Premier ministre dans les régions nord et du sud-ouest, il y avait ce désaccord, cette disharmonie entre les membres du gouvernement, au point où on se rend davantage compte qu'aujourd'hui, il est question davantage de se repositionner dans le sens d'exiger ce qui est justement dans leur esprit. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un problème de guerre de lobby. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans la guerre de chiffonnier entre les différents maillons de la chaîne étatique, qui s'entrecroient, qui s'entrechoquent, question de voir dans quelle mesure, qui peut se repositionner à tel niveau ou bien à tel autre.
On ne peut pas comprendre qu'à l'heure actuelle, où il est question de prôner le dialogue politique inclusif avec les différents acteurs qui seront naturellement convoqués, et que l'on puisse aujourd'hui ne pas maîtriser même le fond du dossier. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Soit il y a des gens qui veulent véritablement que la crise perdure, de manière que le chef de l'État puisse justement être aujourd'hui dans une dynamique de déconstruction, soit alors il y a certains qui veulent véritablement que le problème soit résolu, et allons tous ensemble. Et alors là, il y a des courants de pensée qui sont différents. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a certains qui veulent perdurer dans la légitimation d'une approche qu'ils considèrent comme unitariste. Parce qu'ils disent de façon triviale que l'État est un et indivisible. Par conséquent, il faut véritablement prôner cette logique-là. Or, à mon sens, il me paraît il semble que il s'avère même que cette logique-là est statique, inerte. Or, aujourd'hui, on a besoin justement d'un État qui est changeant, mouvant et par conséquent dynamique. On est là dans la logique dynamiste, dans l'approche dynamiste de l'État. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut véritablement qu'il y ait un débat réflexif et constructiviste sur l'approche de l'État. C'est pour cela que les différentes grilles de lecture de la refonte de l'État devraient davantage être présentes sur la table de manière à voir qui aura raison, qui va convaincre qui d'autre en fonction des arguments de toi qu'il faut davantage faire prospérer. Soit alors on est aujourd'hui dans une logique où des individus veulent véritablement faire rayer également d'autres logiques, à savoir la décentralisation qui aujourd'hui est plombée. Parce qu'il faut relever, lorsque l'on voit un ensemble de réactions qui rayent, avec des coulées d'étranglement, des délégués de gouvernement et autres, pour ne se limiter qu'à ce niveau-là, on a l'impression que la décentralisation n'est pas appliquée systématiquement, suivant la théorisation qui a été conçue depuis 1996. Soit alors maintenant, il faut opter pour le courant des fédéralistes, qui veulent véritablement opérer un modèle de la fédération de l'État. Et alors là, quelle est la modalité adéquate et idoine de la fédération qu'il faut optimiser? Fédération à 2 États, à 4 États ou bien à 10 États, entre autres. Donc moi je pense que lorsque l'on voit ces grilles de lecture là, aujourd'hui, il est urgent que l'appareil gouvernemental, que le chef de l'État réagisse de manière que l'on puisse davantage clarifier l'ensemble de positions. Parce que pour on a besoin aujourd'hui d'évoluer à rang dispersé, de manière à plomber justement le dialogue qui devrait davantage être implémenté dans les prochains jours ou bien dans les prochaines semaines. À l'heure actuelle, il ne faut pas que le débat soit biaisé. Si le débat est biaisé à la base, ça va laisser prospérer la frustration qui risque d'enliser davantage la crise. La dernière chance à l'heure actuelle, c'est celle qui est justement attribuée à l'État, de pouvoir de jouer franc jeu. C'est pour cela qu'il faut un débat franc, sincère, avec tous les préalables qui devraient davantage être convoqués, le calendrier du dialogue et les différentes modalités de réflexion sur la gouvernance politique, sociale, culturelle, économique, sur la forme de l'État, sur le mandat présidentiel, sur la révision du code électoral, sur la révision de la Constitution. Donc voilà les différentes thématiques qui devraient davantage être convoquées de manière que l'on puisse davantage avoir le point de vue de chacun. Et en fonction de la coexistence des grilles de lecture qui seront davantage convoquées. Et maintenant, à chacun de convaincre qui, ou bien qui d'autre, pour justement statuer sur ceux qui devraient davantage faire preuve de consensus dans une logique du débat dynamique entre les différents acteurs. Ok, Joseph Léangoula, les choses semblent biaisées, donc, parce que le Premier ministre a la position, peut-être soutenue par le président, et voilà un ministre du gouvernement qui sort autre chose. Est-ce que ça rassure même toutes les parties, surtout dans nos frères anglophones? Ils se disent que voilà un gouvernement qui n'arrive pas à s'accorder sur un problème. Eh bien, la cacophonie qui règne actuellement à l'intérieur de l'appareil gouvernant dessert clairement la stratégie gouvernementale pour amener notamment la paix dans les régions anglophones. Aujourd'hui, les populations attendent quoi concrètement? Ils attendent une parole gouvernementale crédible parce qu'ils ont longtemps reçu parfois des promesses de l'État qui après ne se sont pas traduites par des actes et cela a entraîné notamment une décrédibilisation de l'État, laquelle décrédibilisation a également affecté même la légitimité de l'État dans la région. Quand vous êtes dans une région où les populations aujourd'hui, une partie en tout cas dans les zones rurales extrêmement reculées, acclament les séparatistes à leur passage, vous comprenez bien que la notion de l'État a cessé d'être une réalité dans leur représentation et que d'autres acteurs de substitution ont pris le pas sur l'État. Les populations attendent au-delà de la parole présidentielle et la parole gouvernementale crédible, ils attendent une certaine humilité politique.
une humilité politique qui traduira clairement un revirement de la position gouvernementale. Le Premier ministre Dion Ngouté a tenté de l'incarner lors de ses descentes, que j'ai singulièrement apprécié. J'ai trouvé que la modération qu'il affichait, la tempérance qu'il incarnait était de nature notamment à calmer la colère de ces populations et à créer aussi des espoirs notamment d'une réconciliation dans cette région, mais une réconciliation à condition effectivement qu'on mette en place un processus politique, qu'on crée effectivement une véritable ingénierie institutionnelle qui permettra de répondre aux différentes préoccupations qui sont exprimées par la population. Eh bien, la population attend également, de la part du gouvernement, un engagement indéfectible, notamment dans l'optique de faire triompher des solutions pacifiques à cette crise. Seulement, cet engagement ne se traduit pas dans l'attitude que le ministre Atangadi a affichée sur le plateau de France 24. Ce qu'on a vu, c'est de la condescendance, c'est le refus de lui, c'est le refus de reconnaître les dommages causés aux populations lorsqu'on conteste les chiffres, notamment sur le drame humanitaire qui sévit dans la région. Mais on a également vu un ministre qui décide notamment de se murer dans des positions extrêmement conservatrices et qui refuse de faire des concessions, ne serait-ce que dans la parole, dans le geste, dans le discours, des concessions qui pourraient envoyer un signal fort à tous ceux qui, jusqu'à présent encore, prêtaient une oreille attentive au discours des séparatistes parce qu'ils ne retrouvaient pas au sein du gouvernement une parole réconciliatrice, une parole de modération qui pouvait effectivement traduire une volonté du gouvernement d'évoluer notamment vers un règlement pacifique de la crise. Voilà donc les attentes des populations et le ministre de l'administration territoriale a tout intérêt, notamment pour le bien de ce pays, pour le retour à la sérénité, pour le retour à la paix dans ce pays, à se raviser au risque notamment de jeter un profond discrédit sur la parole gouvernementale, de compromettre l'action du gouvernement sur le terrain et même d'entraîner effectivement une compromission des processus qui étaient déjà en cours. Moi j'ai discuté avec des gens après la descente du ministre sur le terrain, des personnes qui au départ tenaient un discours ultra radical, mais qui ont trouvé dans les propos du ministre un signe d'espoir qui pouvait les amener à reviser leur position, parce qu'ils sont nombreux. Ils sont bien nombreux à l'intérieur dans les rangs des séparatistes aujourd'hui qui font purement de la surenchère politique. Parce qu'ils demandent aujourd'hui du pain pour manger un morceau de gâteau. En sachant bien entendu qu'ils ne peuvent pas obtenir le pain, ils disent on va demander la sécession, on va demander de se séparer d'avec l'État du Cameroun, mais ce qu'on vise réellement derrière, c'est l'autonomie politique. C'est une autonomie politique qui concède davantage de prérogatives dans la conduite de nos affaires locales, lesquelles prérogatives avaient été rassemblées lorsque nous étions sous administration britannique. L'administration britannique a laissé en héritage dans les régions anglophones une culture du pluralisme, une culture de la délégation du pouvoir, une culture de la consultation populaire qui a progressivement été démantelée par l'hypercentralisme qu'a imposé notamment le régime de Yaoundé. Aujourd'hui, c'est l'occasion, et c'est ça le rôle de la crise. La crise n'est pas seulement négative, elle est également positive dans ce sens où elle pointe du doigt des domaines où il faut apporter du changement. Le rôle de la crise, justement, c'est de pointer du doigt ce secteur-là, de pointer du doigt cet héritage qui a été démantelé, de pointer du doigt ces erreurs de gouvernance qui ont contribué notamment à dégrader la situation et de rappeler à l'autorité publique qu'il est possible aujourd'hui de corriger cette erreur de gouvernance et même de rattraper, de corriger une erreur qui a davantage contribué à la régression du pays parce que le modèle anglophone, par le pluralisme qu'il incarne, par l'efficacité même dans la reddition des comptes qu'on retrouve régulièrement dans la tradition politique anglophone, est un modèle qui peut permettre à ce pays de sortir des difficultés auxquelles il est confronté. Il peut permettre à ce pays de renouer avec la croissance, de créer un modèle véritablement inclusif et dans lequel les Camerounais sont épanouis. Mais si on continue de faire l'autruche, si on continue de fermer les yeux devant ces griefs légitimes... C'est ce que Kagame a fait au Rwanda. Si on continue, Kagame a fait beaucoup de réformes au Rwanda. On a tendance souvent à qualifier le régime de Kagame de régime autocratique, mais la réalité, c'est qu'à côté du semblant de modèle autocratique qui règne à la tête de l'État, il existe une véritable décentralisation au niveau local. Et il y a une culture de la accountability, une culture de la reddition des comptes, une culture de la rigueur dans la gestion des affaires publiques qui fait en sorte que le modèle rwandais est aujourd'hui une réussite. Et ce modèle devrait inspirer le Cameroun. Et ce modèle n'est pas étranger au Cameroun parce que les régions anglophones n'ont
connu. On ne demande qu'à renouer avec ces traditions qui peut permettre de concéder davantage de prérogatives aux régions, de faciliter la participation des populations à la prise de décision locale et de permettre un plus grand épanouissement politique des différentes forces sociales et politiques, parce que c'est cette divergence d'idées qu'ils expriment qui contribue notamment à enrichir les options gouvernementales et à enrichir également les pratiques de gouvernance au Cameroun. David Eboutou, Joseph Léangoula parlait du ministre pour la Tangandji qui est obligé, hein, s'il peut se raviser. Vous croyez que ça peut faire quelque chose? Alors, commencer à résoudre le problème? C'est un vœu. Oui. C'est un vœu qu'il émet, j'imagine. Oui. Que le ministre Tangandji se ravise. Mais maintenant, nous, on peut analyser en interprétant les actions de M. Tangandji dans sa trajectoire, in fine. C'est-à-dire qu'il vient d'où, il va où, quel est son pédigré, quel est son curriculum studiorum, etc. À partir de là, on peut donc projeter et imaginer si des perspectives peuvent amener M. Tangandji à se raviser. Mais malheureusement, en interrogeant ces leviers d'analyse-là, il ne me semble pas que M. Tangandji soit prêt à se raviser. Il serait souhaitable, c'est un vœu qui peut être pieux, mais à l'analyse, malheureusement, on ne le voit pas en train de sortir de là. Et ce que je veux surtout dire, c'est que, qu'on le veuille ou non, on reviendra en amont pour dire que tout ceci est quand même de la responsabilité d'un homme, du président de la République, qui est quand même celui qui nomme ces personnes-là. Il y a une question de management en haut lieu qu'il faut réinterroger. Comment fait-on aujourd'hui pour être ministre? Vous savez, on est dans un pays aujourd'hui quand même où tout le monde peut être ministre. Hein? Voilà. C'est-à-dire qu'à partir de la prépotence, de l'hyper-présidentialisme qu'on a aujourd'hui au Cameroun, où les décrets fabriquent et défabriquent, fait et défait, tout le monde, même les demi-fous. Vous pouvez sortir là, on vous dit que le fou que vous êtes en train de manger des bananes là, en bas du studio d'Equinox, est devenu ministre. Parce que c'est ça, le règne même les règnes des satrapies, où on retrouve effectivement la posture du décret qui fait et défait. Et c'est un peu cette posture, cet état de choses-là que nos frères de la partie anglophone dénoncent aujourd'hui, où ils réclament quand même qu'on sorte de ce confinement assez important, où tous les pouvoirs dans un pays comme le nôtre se retrouvent quand même confinés entre les mains d'un seul individu. On ne peut pas l'imaginer dans un pays aussi pluriel comme le nôtre, qu'un seul homme soit à nommer tout ce qu'il estime être des intelligences, à même d'apporter quelque contribution à l'avancement de notre pays, même s'il est Dieu. Je crois que dans cette posture-là, il ne pourra pas. Et c'est en cela qu'il y a aujourd'hui ce débat sur la forme de l'État pour voir dans quelle mesure, effectivement, on peut amener le président de la République à décongestionner la façon de gérer qui lui est totalement acquise aujourd'hui. Et malheureusement, en analysant les choses de cette façon-là, vous verrez très bien que ça posera un autre problème, à savoir que nous ne sommes pas dans un état de démocratie comme on entend ça et là. On est plutôt là à mi-chemin entre la démocratie et la dictature, c'est-à-dire la démocrature. Et cette démocrature-là fait donc qu'il y a des individus que le président de la République fabrique des légitimités. Parce que vous savez, on est dans ces pays-là, on est aujourd'hui dans un pays où effectivement la légitimité se confond avec le décret. Vous voyez un monsieur atteint, quand vous voyez le tonus avec lequel il parle aujourd'hui, quand vous voyez la façon véhémente avec laquelle il s'adresse à des patrons de partis politiques, à des messieurs qui gèrent des organisations, etc., vous en arrivez à vous interroger sur le comment il en est arrivé là. Et vous comprenez que quelque part, il se dit lui-même porteur d'une certaine légitimité. Et cette légitimité factice, qui en réalité, il tient simplement d'un décret. Et le décret au Cameroun, on sait, à travers du pouvoir des lobbies, dont parlait Serge Bicol tout à l'heure, comment on peut s'y retrouver. Je peux vous ramener quelque temps en arrière sur les lettres de Marafa, où M. Marafa nous rappelait quand même que le président lui avait confié qu'il ne connaissait pas plus de 14 ministres. Hein? Et M. Marafa, devant cette réponse étonnante, avait demandé au président de la République, et les autres alors, nous sommes nombreux dans ce gouvernement, il lui a dit que c'est des hauts fonctionnaires à qui je distribue des titres de ministres comme des billes, hein, comme des bonbons. Donc il y a des gens là qui sont convaincus de ce qu'ils sont porteurs de légitimité et qui en réalité dans le fond n'oseraient pas être mérités d'être même chef de service dans des pays sérieux. Et on se retrouve donc dans cette dynamique-là et la conséquence est là. C'est-à-dire qu'ils gèrent avec une telle catastrophe hein, les départements ministériels dont ils ont la charge et c'est véritablement un désastre partout où ils passent. Et la conséquence étant qu'une crise qu'on aurait pu régler avec quelques compétences à mobiliser ça et là, je vois même des personnalités
qui jouissent encore d'une certaine crédibilité, Cardinal Toumi et Teixeira, qui ont proposé la Hall Conférence anglophone là, qui se disent prêts à... J'étais avec Eli Smith avant son voyage pour les États-Unis, qui me disait que dans cette conférence-là, lui, il est le porte-parole de la Hall Générale Conférence Générale Anglophone, et il me disait que dans cette initiative-là, ils attendaient simplement discuter avec toutes les parties prenantes et prendre des résolutions pour les remettre au président de la République. Alors, j'en suis venu à me demander, alors, qu'est-ce qui coince au point où, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas obtenu l'autorisation pour discuter, pour pouvoir s'asseoir et discuter. Voilà un peu là où on en est, simplement parce qu'effectivement, il y a des individus qui n'auraient jamais mérité, qui n'auraient jamais rêvé se retrouver à des postes aussi importants, aussi stratégiques, et qui sont toujours là. Et c'est pour cela que malgré toutes les lectures qu'on fera, on désirera toujours le véritable responsable, qui est le président de la République, parce que c'est lui qui nomme. C'est lui qui est comptable de tout. Voilà. Serge Mebiko, je vais revenir sur... je ne vous ai pas interrogé là-dessus, sur cette actualité, justement, le Premier ministre, porteur de ce message du président de la République. Qu'est-ce qui peut expliquer ce revirement du gouvernement? Pourquoi, en ce moment-ci, le gouvernement a décidé de changer de fusil d'épaule? Ça montre que il y a... C'est le nombre de morts, comme j'ai demandé à beaucoup. C'est quoi? Pourquoi, en ce moment-ci? La cause majeure, c'est la pression internationale qui pèse véritablement sur... Mais la pression n'a pas commencé aujourd'hui. Oui, ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais il y a une croisade. Regardez la façon dont les rapports sont publiés. International Crisis Group, Amnesty International, le Parlement européen, entre autres. Lorsque vous avez ce consortium d'organisations internationales qui exerce une pression systématique sur le pouvoir de Yaoundé, il faut s'interroger. C'est pour cela que le régime en place ne peut pas rester indifférent à tout ce qui se passe. Il est question également de voir dans quelle mesure on peut déconstruire la logique ancienne qui a consisté davantage à faire preuve de condescendance, de folie, de grandeur, à nourrir ce complexe de supériorité de l'État, alors qu'en réalité l'État est en difficulté. L'État est en crise. Et à partir du moment où l'État est en crise, il est question de voir dans quelle mesure on peut reconstruire des logiques étatiques de manière que la crise sociopolitique, justement, s'estomper. C'est la raison du revirement du pouvoir de Yaoundé à l'heure actuelle. Parce qu'en réalité, vous savez, les signes ne sont pas trompeurs. Au fur et à mesure que ces pressions s'échelonnent, je pense que si vous restez, si vous gardez votre logique du mutisme, ça va poser un problème de fond. Et c'est vous qui allez justement en partir. C'est le peuple qui en partira, c'est le gouvernement qui en partira. Il est donc question aujourd'hui de revoir la position initiale. Il y a aussi le spectre des sanctions ciblées. Entre autres, nous voyons l'expérience que certains États ont justement connue. Il est question pour le Cameroun aujourd'hui de saisir la balle au bon, avec la dernière chance, pour voir dans quelle mesure on peut véritablement opter pour un dialogue qui se passe. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a... La peau de bébé est fragile. Sur le plateau qui n'en soit à Yaoundé, toujours en compagnie de nos trois invités, Joseph Léa Angoula, Serge Mebiko et David Eboutou. David Eboutou, je commence avec vous. Sur cette célébration, la 47e édition de la fête de l'unité, dans la partie anglophone du pays, on va faire le premier arrêt dans la ville de Koumba, chef-lieu du département d'Amémé. Après l'effervescence qu'on a vue la semaine dernière avec la visite du Premier ministre John Gouté aujourd'hui, du fait du Gostan, on a vu un autre visage de Bamenda. Je vous donne un seul établissement, l'ENIET de Koumba, qui a défilé, le RDPC, et on nous apprend que sur les 27 promus récipiendaires, 5 seulement se sont présentés. Un défilé qui a duré 30 minutes seulement. On ne le dira jamais assez, c'est révélateur de l'état de malaise profond et généralisé qui règne dans cette partie du territoire. Les populations qui y vivent sont terrifiées. Elles sont apeurées, elles sont, je dirais même, terrorisées à l'idée d'imaginer que des terroristes ou alors des sécessionnistes puissent les reconnaître dans ces mouvements qui semblent être des mouvements d'adoubement. Parce que pour eux qui s'opposent à l'État, il semble que voir ceux qui n'adoubent pas toujours leur posture aller se retrouver dans des cérémonies festives comme celle-là serait une façon de verser le déni sur leur lutte et donc leur jeter l'opprobre sur eux. Et en retour, ceux-ci
essaient donc d'appliquer la logique de la terreur sur eux de manière à imposer leur diktat. C'est des images qu'il faut montrer, c'est d'autant plus qu'il y a quelques personnes, je ne sais pas, mues par quelques intérêts, comme on décrivait tantôt, qui continuent de penser qu'il faut banaliser cette crise, qu'il faut décrire cette crise avec un certain dédain, et qui ne mesurent pas toujours la douleur de ceux qui sont sur le terrain et qui vivent à la minute près, à la fraction infinitésimale près, les instants de terreur, des instants de mort certaine. Parce que quand vous vous retrouvez dans ces zones aujourd'hui, j'étais avec un frère qui est rentré il y a quelques jours, qui me racontait que vous ne pouvez pas imaginer le fait de vivre chaque seconde en imaginant que la seconde d'après, vous pouvez rejoindre l'au-delà. Et il faudrait que chaque Camerounais aujourd'hui, en regardant ces images, essaye de se mettre au niveau de ces gens-là qui n'ont peut-être pas où y aller, qui vivent entre le marteau des crépitements de balles de l'armée gouvernementale, de l'armée républicaine, et entre l'étau ou l'enclume des forces sécessionnistes, qui également leur servent la mitraillette à tout vent, comme on a vu. Et par conséquent, comment peuvent-ils s'en sortir? Ils sont obligés d'être là, d'attendre la mort sur place, ils n'ont que des prières et des yeux pour pleurer. Dans cette logique-là, nous qui avons la chance de passer sur des plateaux, de se retrouver à Yaoundé, de profiter d'un peu d'air, nous ne pouvons qu'être solidaires de ces frères-là et tenir un discours neutre, un discours de clémence. Parce que je crois que c'est à ce niveau-là qu'on en est. Supplier les autorités de Yaoundé pour leur dire, faites tout pour travailler au retour de la désescalade de ce côté-là. L'atmosphère politique aujourd'hui de ce côté ne permet pas à une partie des nôtres de pouvoir se mouvoir. Et en cela, nous vous supplions de dynamiser tout ce que vous avez en termes de force institutionnelle, de force politique, etc., pour amener cette crise à se désenliser. Et quand on a vu ces images-là, ces gens-là, je sors par là, j'ai reçu quelques images sur mon téléphone où j'ai vu l'arrivée, je crois, du sous-préfet ou du préfet de ce côté-là, dans un petit fourgon de gendarmerie, presque à la fin. C'est le gouverneur de Adolphe Lélé l'Afrique. Voilà, vous avez vu cette image qui semble risible, mais qui est révélatrice de la peur qui a gagné même les autorités, qui savent très bien que oui, au-delà de l'exercice du pouvoir qu'ils sont appelés à exercer, qu'ils peuvent effectivement, dans leur entrain là, perdre leur vie à tout moment. Et en cela, le rôle régalien qui devrait appeler tout le monde aujourd'hui, c'est d'inviter les acteurs, les belligérants, à travailler pour le règlement de cette crise au plus vite. Qui a trop duré. Ça, je mets Bicole. Sur ces deux visages de combat, on a vu la grosse effervescence. Aujourd'hui, les mêmes populations qui sont sorties en masse pour accueillir le PM sont restées terrées chez elles. Comment comprendre? Oui, ça montre que l'atmosphère délétère continue de prévaloir dans ces régions que le Premier ministre vient de visiter. Ça montre véritablement qu'au-delà de la mise en scène théâtrale qu'on a constatée ces derniers jours, vous savez, il y a un problème qui demeure et qui montre véritablement... Pour vous, c'était une mise en scène, tout ça? Non, vous savez... C'était sorti du PM dans le nord-ouest et le sud-ouest? Non, nous sommes là, vous savez, comment... Nous sommes là dans la dimension théâtrale de ce que le Premier ministre a justement fait. Parce que le débat de fond, même si on n'arrive pas davantage à rencontrer les leaders qui actionnent le levier du sécessionnisme, ça pose un problème. Bon, c'est vrai que d'aucuns pourront dire qu'il y a un travail de fond qui a été fait de façon sous-jacente. Mais, vous savez, on ne peut pas se limiter à la rencontre des autorités traditionnelles, religieuses, politiques, officielles, entre autres. On peut pas se limiter à ce que la caméra a montré? Oui, c'est ça. C'est pour cela que, vous savez, moi, il faut toujours avoir un regard éminemment critique sur ce qui se passe. Oui. Au-delà des éléments officiels que les chaînes de télévision locales peuvent nous montrer, il y a quelque chose d'officieux qu'il faut véritablement sonder. C'est pour cela que moi je parle davantage de la mise en scène théâtrale. Parce qu'en réalité, tout ce que l'on fait, la preuve en est qu'aujourd'hui, on parle de 30 récipiendaires qui devraient justement être honorés. 5 seulement ont répondu présent. Parce que notamment il y a la peur, il y a l'angoisse existentielle qui conduit justement d'affecter ces populations-là qui ne savent pas véritablement est-ce qu'il faut aller commémorer ensemble la fête de l'État unitaire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous savez, lorsque l'on voit ces images, on ne peut pas être ébahi, parce qu'en réalité, le problème de fond demeure. C'est pour cela qu'à l'heure actuelle, il est question davantage de pouvoir
jouer franc jeu, de manière que l'on puisse justement aller systématiquement au débat. Maintenant, lorsque l'on voit ces visages-là, ça montre véritablement qu'aujourd'hui, il faut que l'État réfléchisse systématiquement sur ce qu'il faut justement mettre en œuvre pour lutter contre cette crise sociopolitique qui perdure déjà depuis bientôt 3 ans. Donc, moi je pense que on doit tirer les leçons de ce qui a été observé aujourd'hui, que ce soit à Combat, à Bamenda, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, de manière que le débat ne soit plus abouti sur un complexe de supériorité de tel ou bien de tel autre, qui va justement montrer qu'il faut toujours optimiser la logique maximaliste ou bien radicale. Mais il faut faire tomber justement ce complexe de supériorité et véritablement renouer avec les véritables fils du dialogue que le peuple attend tous azimuts. Joseph Ilangola, je sais que vous êtes spécialiste de certaines questions. Dites-moi, pourquoi aujourd'hui le mot d'ordre de Gostan, pourquoi il n'est pas passé, je ne sais pas s'il y a même eu Gostan, le jour de la descente du Premier ministre? Comment comprendre ça? Ce n'est pas un problème du Premier ministre, c'est un problème de la République du Cameroun, c'est-à-dire avec la fête. Comment comprendre ça? Je pense que les séparatistes ont déjà un réel problème avec la célébration du 20 mai qui, dans les représentations dans la région, renvoie notamment à un processus d'annexion. Mais la présence du Premier ministre, c'est quand même un symbole de l'État. Dans la rhétorique séparatiste, ils ont l'habitude d'affirmer que cet événement du 20 mai a été notamment la consécration du démantèlement de l'héritage qui était le leur, du pacte politique qui a été passé entre la communauté anglophone et la communauté francophone. Et c'est la raison pour laquelle ils tiennent véritablement à paralyser de telles activités. Et les ghost towns qu'on a observés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest rappellent à suffisance qu'aujourd'hui les séparatistes ont véritablement consolidé leur emprise territoriale, notamment dans les zones rurales et dans les zones périurbaines, où ils ont effectivement des cellules qui opèrent et qui sont capables d'imposer leur logique. C'est quoi la logique aujourd'hui? C'est de paralyser l'action de l'État, c'est de faire monter le prix de la confrontation armée entre l'État et les séparatistes de manière à ce qu'à un moment, cette guerre devient économiquement insupportable. Et donc, dans la poursuite de cette logique, ils ont réussi à faire régner un véritable climat de terreur. Les populations ne peuvent plus aujourd'hui exprimer librement leurs convictions et elles sont prises en tenaille, notamment par des groupuscules qui ont décidé notamment d'imposer leur logique guerrière sur le terrain. Et le rôle de l'État, puisque l'État aujourd'hui est appelé à renouer avec ses missions régaliennes, le rôle de l'État, c'est de renforcer la protection des populations. Mais peut-être qu'il faut élargir l'entendement qu'on a par protection des populations. Protéger les populations aujourd'hui dans les régions anglophones ne consiste pas seulement à appuyer sur l'arsenal répressif, ça consiste aussi à gagner les cœurs et les esprits des populations. Parce que le fondement même d'une véritable stratégie anti-insurrectionnelle, lorsqu'on veut combattre des insurgés, lorsqu'on veut combattre des mouvements séparatistes, des mouvements rebelles qui se nourrissent aussi de soutien local, il faut 2 choses. Il faut notamment la collaboration des populations, car c'est elles qui maîtrisent le terrain, c'est elles qui peuvent apporter un précieux renseignement au niveau local. Et donc, il faut donc que cela, effectivement, comme on l'a vu avec Boko Haram, dans une certaine mesure, parce que même là également, il y a des, on veut parler de la collaboration de la population. Il y a des éléments qu'on peut effectivement reprocher et interroger dans la stratégie gouvernementale. Donc, il faut gagner le soutien des populations. Elle permettra d'apporter un précieux renseignement au niveau local, puisque c'est les populations qui maîtrisent le terrain, et elle permettra aussi aux populations d'isoler des éléments séparatistes de manière à faciliter l'action de l'armée sur le terrain. Malheureusement, aujourd'hui, l'évolution sans cesse, la dégradation continue de la situation sur le terrain et la consolidation de l'emprise des séparatistes fait en sorte que les services de l'État se démantèlent progressivement. L'autorité de l'État est défiée par des groupuscules armés. Et le plus grave dans tout ça, le plus grave aujourd'hui, c'est qu'il y a une société parallèle qui se crée dans les régions anglophones. Une société parallèle qui a ses leaders qui ont leur part de légitimité. La légitimité qu'ils portent aujourd'hui réside notamment dans leur capacité à proposer un rêve alternatif à des populations qui, au lieu de percevoir l'État comme la force qui protège, perçoivent aujourd'hui l'État comme la force qui reprime. L'État doit réussir à inverser, doit être capable d'inverser cette perception qu'on a de lui aujourd'hui et apparaître aux yeux des populations comme l'unité qui protège, de manière à présenter les séparatistes comme des acteurs qui proposent un projet fallacieux, irréalisable et qui ne peut conduire qu'à plus de désespoir dans les régions anglophones. Donc je pense que l'État doit repenser le paradigme et c'est pourquoi, d'un point de vue technique, on appelle à une véritable révision ou une réforme du secteur de la sécurité au Cameroun. Améliorer la gouvernance du secteur de la sécurité au Cameroun consiste notamment à
veiller à ce que dans les opérations qui sont conduites sur le terrain par l'armée, qu'on veille au respect des droits humains, qu'on évite qu'il y ait des dérapages et qu'on sanctionne les éléments, les brebis galeuses de l'armée camerounaise qui, par leur attitude, ont causé du tort aux populations et ont donné des raisons à certains de rejoindre les rangs des séparatistes. Ok, je reste avec vous, Joseph Léangoula. Il y a Bamenda aussi qui nous a montré un visage, des militants du RDPC qui n'ont justement pas montré leur visage. Une réaction? C'est l'indicateur de la psychose généralisée qui règne dans la région. Et même cette psychose généralisée-là aussi est alimentée, exacerbée par le fait que les populations ne croient même plus à la capacité de l'État de leur apporter une protection. Et dans la plupart des pays en Afrique, quand vous observez la dynamique des conflits dans les pays qui sont aujourd'hui en proie à des crises sécuritaires durables, dans la plupart des pays où l'État a été perçu comme étant incapable d'apporter des services de sécurité aux populations, on a vu très rapidement des groupes d'autodéfense se constituer. Ces groupes d'autodéfense, ils se sont constitués au départ, avec de bonnes intentions de protéger les populations, de protéger les communautés. Mais après, ils sont devenus ce qu'on appelle des rentiers de la guerre. C'est-à-dire que, à travers les positions de pouvoir qu'ils ont acquis sur le terrain, ils ont commencé à goûter aux bénéfices de l'autorité. À savoir que lorsqu'on détient une arme, on peut prélever des rançons sur des populations, on peut ériger des barricades, on peut estorquer le maximum de personnes, on peut notamment étaler le contrôle même sur les zones où gîtent notamment des ressources précieuses sur le territoire. Donc cette économie de la guerre les a séduits et puis ils ont cessé d'être des alliés, des protecteurs des populations pour devenir de véritables prédateurs qui mènent des actions dans l'optique de prolonger la guerre, dans l'optique d'enliser le conflit. Et c'est le risque auquel on pourrait arriver dans les régions anglophones. C'est pourquoi il est important que les forces de sécurité apparaissent comme les seules unités à même d'apporter la protection aux populations et que les populations puissent regagner confiance dans ces unités-là. Et donc cela pourrait se traduire notamment par une participation beaucoup plus active aux festivités si jamais il y a une véritable confiance qui renaît entre les populations et les unités des services de défense et de sécurité. David Eboutou, qu'est-ce qui peut avoir motivé ces militants du RDPC, de la MESAM, je suppose, RDPC MESAM, puisque nous sommes à Bamenda, à savoir que non, là on est en train d'aller au casse-pipe. Est-ce que ces populations étaient obligées d'aller, ces militants étaient obligés d'aller au défilé aujourd'hui? C'est la quête des prébendes, à mon avis. Vous savez, dans le fonctionnement d'un point de vue empirique, on a souvent vu constater au sein du RDPC, de ce parti-là, c'est qu'effectivement on instrumentalise beaucoup. On essaye de mobiliser un certain nombre de ressources qui font que parfois des individus qui sont appauvris, asséchés financièrement, asséchés par un certain nombre de ressources, se retrouvent parfois tenus au travers des événements comme cela pour pouvoir espérer quelques strapontins ou quelques prébendes. Et il ne me semble donc pas, il n'est pas étonnant, comme on a vu tantôt, de voir donc dans cette atmosphère de guerre et de crise généralisée que les individus sortent de nulle part et se retrouvent à leur risque et péril au cœur de cet événement-là, au vu au su de tout le monde, malgré le fait que certains aient masqué leur visage. À la réalité, c'est parce que ceux-ci y ont été presque contraints entre guillemets, parce que tenus par les promesses que certains barons, qui eux savent très bien qu'ils tiennent leur strapontin administratif, politique et autres ministériels à travers justement la manipulation de ces voix, de ces images qu'on voit souvent sur le terrain, parce que il se joue également une autre bataille, la bataille de la légitimité, qui fait que parfois le président dont on sert des notes de renseignement et des fiches de renseignement attend voir si effectivement dans cette atmosphère de crise tous azimuts, il y a certains qui sortent du lot. Et donc vous voyez très bien que cette bataille-là consiste donc, à ces niveaux-là, malgré le danger permanent, à mobiliser des individus qui sont, comme je le disais tantôt, asséchés financièrement, à leur promettre quelques subsides, de manière à ce que ceux-ci aillent se tenir au lieu de la cérémonie, se faire filmer, danser, tapoter, et puis par la suite, ventiler ces images pour servir uniquement le maître qui, en arrière-plan, tire les prébendes. Voilà comment ça fonctionne. Ce n'est pas à proprement parler parce que ces gens sont allés assumer leur appartenance à un parti idéologique, à une formation politique. Non, ça répond simplement à d'autres intérêts qui sont des intérêts existentiels, des intérêts existentialistes en tout cas. Ok, là j'interroge le sociologue que vous êtes, Serge Mébikoy. Comment comprendre ça? On sait qu'au bout, il y a le danger. Mais on y fonce quand même.
Oui, on y va. Il s'agit là d'un défilé par contrainte. Oui. Parce qu'en réalité, on se rend davantage compte qu'il y a un ensemble de présenteurs que l'on peut vivre sur le terrain. Et pour ne pas être victime plus tard des représailles que de qu'on peut véritablement alimenter de manière à battre en brèche tout ce que vous avez fait, il est question justement de vous cagouler. C'est la raison pour laquelle vous avez observé aujourd'hui, on n'a pas véritablement maîtrisé les différents visages qui se sont présentés au défilé. Lorsque il y a un ensemble d'appareillages que l'on peut davantage présenter, parce qu'en réalité, vous ne le faites pas manifestement ou bien délibérément, mais vous le faites par contrainte, parce qu'en réalité, vous êtes obligé de vous souscrire justement à cet appareillage officiel qui vise davantage à défiler. Et alors, en réalité, il y a véritablement une psychose et une angoisse existentielle qui est véritablement présentée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au lieu de se complaire dans ce type de cérémonial qui en réalité montre véritablement qu'il y a un problème qui demeure, il n'est pas question aujourd'hui de pouvoir alimenter de telles images parce qu'en réalité, ça montre que l'État est en crise et qu'en réalité, on n'arrive pas davantage à s'intéresser ou bien à commémorer cette communion-là qui a toujours prévalu depuis des années. Et 3 ans déjà que le problème demeure, il est question aujourd'hui de faire cette introspection au niveau de l'appareillage étatique qui devrait davantage constater que à ce niveau, il faut véritablement renouer avec le fil du dialogue, il faut renouer avec les différents moments pour montrer cette sérénité qui devrait davantage être, qui devrait avoir droit de citer. À l'heure actuelle, Bamenda, le visage de Bamenda qui nous a été présenté montre véritablement qu'il faut travailler de façon sérieuse et rigoureuse, de manière que cette problématique de la crise sociopolitique puisse davantage être rééchelonnée. Sinon, la crise va perdurer et ça va enliser vraiment cette situation-là. On n'a pas intérêt à ce que la crise perdure, parce qu'en réalité, c'est l'État qui va continuer à être en permanence en crise. Voilà, David Ebouto, on va terminer avec cette dernière question. Sur le dialogue, est-ce que le discours est brouillé, comme pensent certaines personnalités de ce pays? À écouter le Premier ministre et le ministre Paul Atanga-Dji. Manifestement, le discours est brouillé. Manifestement, le discours est brouillé. Le frère Joseph Léa l'a rappelé au prologue de cette émission. Voir un Premier ministre qui est quand même le chef du gouvernement, comme le dit le préambule de cette histoire de la Constitution, aller tenir un discours conciliateur, apaisant, comme on l'a vu à Bamenda, et par la suite, voir quelques jours après, un autre membre du gouvernement, inférieur à lui, aller dans une chaîne internationale, tenir un discours presque à l'opposé de celui-ci, cela effectivement renvoie une image bruyante. Brouille le discours du premier et on a, dans la perception et l'imagerie populaire, on a tendance à retenir plutôt la sortie de M. Atanga-Dji que celle du Premier ministre. Et donc, c'est pour cela que je suis d'accord avec tout le reste des intervenants ici, qu'il faille absolument trouver une mécanique pour corriger cette erreur, ce lapsus gouvernemental-là qui vient d'être posé et qui peut être porteur de lourdes conséquences. Joseph Léangoula, on a suivi dans le discours, dans le journal de 20h, le député Jean-Michel Nietzsche, SDF, qui appelait comme ça au ministre Atanga-Dji, demandait tout simplement de démissionner. Mais on sait quand même que c'est pas trop dans nos habitudes ici. Si je vais convoquer ici un ministre français, Jean-Pierre Chevènement. Il dit un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. J'avoue que... Et il a démissionné par 3 fois. Déjà, Jean-Pierre Chevènement, la première fois c'était en 83, il était ministre de l'Industrie et de la Recherche. Il a démissionné en 83, il a démissionné en 91 parce qu'il n'était pas d'accord avec la politique étrangère de la France par rapport à l'invasion de l'Irak. Et la 3e fois c'était en 2000, il n'était pas d'accord avec la position du Premier ministre Lionel Jospin sur la politique en Corse. Est-ce qu'on peut voir ce type de ministre? Est-ce que Paul Atanga-Dji peut aller jusqu'à la démission? Mais la démission, c'est la chose... Surtout, c'est un dossier aussi sensible. C'est la chose la moins partagée au niveau du gouvernement. C'est clairement une culture qui est étrangère à notre personnel gouvernant aujourd'hui. Oui. Et elle traduit aussi quelque chose. C'est parfois l'incapacité à nos dirigeants à se remettre en cause, oui, à savoir qu'on a fait des erreurs quelque part. Oui. Et elle traduit aussi une attitude où on est
toujours convaincu, dans laquelle on est convaincu qu'on a toujours les meilleures options et que les propositions alternatives qui sont faites, les critiques qui sont apportées, n'ont pour visée que d'entamer la performance et l'action gouvernementale. Pourtant, une véritable société, une société qui marche, une société qui fonctionne, est une société dans laquelle les hommes sont capables de se remettre en cause. Se remettre en cause, c'est être capable de, parfois, reconnaître que telle solution qu'on a adoptée n'a pas marché et envisager de nouvelles solutions. Oui. C'est être capable de connaître qu'on a causé du tort, parfois aux citoyens dont on a la responsabilité de servir, et qu'il est aussi de notre devoir pour asseoir le mea culpa dans l'esprit des populations et des citoyens camerounais de démissionner pour montrer qu'on est attaché à la nation et que les erreurs qu'on commet ne doivent pas entacher l'action du gouvernement, ne doivent pas paralyser l'action du gouvernement, donc de reconnaître qu'on est l'élément perturbateur. Malheureusement, c'est une culture étrangère et le message que Atangadi est venu clairement brouiller davantage le discours d'apaisement qui était porté par le Premier ministre, et il pourrait manifestement exacerber la radicalisation des positions dans le cadre de cette crise. Vous savez, l'esprit humain a souvent tendance à ne retenir que les éléments négatifs. Vous voyez, par exemple, dans le cadre de la gestion de la crise anglophone, le gouvernement a fait beaucoup de concessions techniques. Le gouvernement a répondu à des attentes des avocats, le gouvernement a répondu à une partie des attentes des enseignants. Seulement aujourd'hui, les actions positives portées par le gouvernement ont été occultées par les déclarations incendiaires, par les actions violentes qui ont été menées parfois par des unités associées au gouvernement. Et cela a complètement entacher l'image du gouvernement et modifier le narratif qu'on se fait de la crise. Aujourd'hui, maintenant, c'est le discours qui prédomine, c'est qu'il y a un statu quo, il n'y a jamais eu une concession quelconque faite de la part du gouvernement. Pourtant, c'est l'action de certains qui a contribué à envenimer la situation. Je pense que le gouvernement devrait se garder de flirter avec ces éléments qui portent ce discours radical. Ils doivent prendre des mesures disciplinaires pour agir vis-à-vis de ces personnes, et ces personnes doivent également avoir l'humilité de démissionner devant de tels actes. Parce qu'à l'heure où le vivre ensemble est menacé au Cameroun, à l'heure où notre nation est au bord de l'implosion, le Cameroun a besoin vraiment d'un discours d'apaisement. Et le Cameroun a aussi besoin d'une chose, et ça c'est très important, c'est notre capacité aujourd'hui à faire revivre le rêve camerounais. Parce qu'il existe un rêve camerounais, et ce rêve camerounais, c'est ce qui a permis notamment à un fils de catéchiste de devenir président de la République. C'est-à-dire cette capacité notamment à évoluer dans l'appareil d'État, sans avoir d'affinité politique et non pas en fonction également de ses origines sociales. Le Cameroun doit être capable de faire revivre cela. C'est ce genre de rêve qui ravive le sentiment nationaliste dans le cœur des populations et qui permet notamment de ressouder cet élément disparate qui est au bord aujourd'hui de l'implosion. Serge Mebikoy, pour la Tangandi, qu'est-ce qu'il devrait faire avant que le président ne se saisisse du dossier? Bon, puisque nous restons dans la logique de l'expression des pardons, Grégoire, on a demandé pardon, on a demandé pardon, le chef de l'État prenait le pardon. Grégoire, on a dit qu'il a été mal compris, qu'on a ajouté un terme à sa déclaration. Vous savez que, il a quand même demandé pardon. Oui, il a demandé pardon. Il faut également que, pour la Tangandi, si l'événement sérieux et rigoureux, lui également peut demander pardon de manière que l'on puisse davantage savoir que lui-même il s'est dans le RDPC. Parce que moi, je saigne beaucoup plus la confusion technique. Parce que lorsqu'on ne maîtrise pas les éléments du langage par rapport à la maîtrise sociopolitique même du dossier, parce que le problème de la crise anglophone n'est pas accessoire ou bien n'est pas porté sur les éléments éminemment accessoires ou bien secondaires. Le problème de fond est éminemment politique. Si vous ne maîtrisez pas le contenu sociologique du historique qui prévaut depuis des années, ça va poser un problème de fond. Lorsque vous allez justement débattre de cela en estimant que oui, vous voyez bien que le chef du gouvernement est en train de prôner le message de paix et l'appel au dialogue sur les différents éléments, au-delà de la sécession, mais vous venez parler directement de façon globale qu'il n'y a pas de débat autour de la forme de l'État. Ça pose un problème. Donc on a l'impression que soit vous ne maîtrisez pas systématiquement et techniquement le fond du dossier qui est purement et simplement politique, soit alors vous allez justement vous complaire dans votre posture condescendante et supérieur, alors qu'en réalité, il y a des éléments que vous relevez. Et ça montre véritablement qu'aujourd'hui, le processus de communication autour de la crise sociopolitique actuelle est entremêlé de bruit. Et lorsqu'il y a un bruit, ça brûle le message. Lorsque ça brûle le message, il faut véritablement reconstruire notre message de manière à le faire passer dans la population. Parce qu'en réalité, ce que le bas peuple retient, ce sont ces faits divers politiques. C'est ça l'effet boomerang de la communication produite par Tangandi le vendredi dernier. Voilà, messieurs, merci d'être venus. Nous sommes arrivés au terme de cette
Huitaine à Yaoundé. Hein. Merci David Boutou. C'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir. Oui. Bon retour à Douala. Voilà, merci à vous également, Serge Mebikoy. Merci bien, Serge. C'est un plaisir. Voilà, Joseph Liangoula qui est venu 2 fois. Merci d'avoir accepté. Voilà, merci également à toute l'équipe de Yaoundé, réunie autour de Emmanuel Job, Joël Essenge, Elisée Boba, Rodrigue Ngassi. Madame, Monsieur, rediffusion 23h GMT. Il sera minuit et à la prison centrale de Yaoundé, à la prison principale de Yaoundé. Les enfants, c'est pour vous. Ouais!